quelle différence tu fais entre ta pratique et une pratique de PNL avec microtrans. Et puis, il y avait aussi, à côté de ça, au bout d'un moment, au niveau de l'approfondissement, si la personne te répond plus du tout, que tu lui poses deux, trois fois la question, genre comment vous vous sentez maintenant, ou que tu lui parles et qu'elle te répond plus du tout, est-ce que tu la ressors un petit peu? Est-ce que tu avais parlé la dernière fois au dernier live de ce côté un peu le réveil du contrôleur, les choses comme ça. Je sais pas par laquelle tu veux commencer. Bah, je vais commencer par la dernière parce que tu viens de la poser donc je m'en souviens mieux. Ouais, si la personne répond plus. Alors si je lui pose des questions et que la personne répond plus. Alors c'est sûr que si j'ai maintenu un dialogue tout du long, en général, ça pose pas de problème. Mhm. C'est vrai que si j'ai fait une phase à un moment donné de monologue, un peu soporifique, etc., c'est très intéressant, c'est très classique, hein, c'est la méthode classique, la méthode Bernheim, la méthode même Braid, etc. C'est vraiment de miser sur un endormissement, puis ensuite rétablir un contact. Rétablir un contact, si j'ai bien fait mon boulot avant, c'est pas évident, ça demande un peu de temps. Mais c'est évident que si je demande à quelqu'un, très bien, maintenant, je vais vous poser des questions, et puis vous allez pouvoir retrouver la liberté de me parler suffisamment distinctement, tout en restant bien dans cet état. Ok, comment ça va? C'est pas parce que je viens de le dire que c'est vrai. Je viens d'amener une idée nouvelle et intéressante d'un phénomène qui est, pour le coup, vraiment pas ordinaire, qui est de continuer d'être dans un état d'endormissement profond et pourtant parler à quelqu'un. Donc il faut que je laisse du temps. Donc peut-être je vais lui dire, ok, comment vous vous sentez là maintenant? Et c'est tout à fait normal que j'ai toujours pas de réponse au bout de 2 minutes. Alors je peux me taire et attendre, voir qu'il se passe quelque chose, que la personne elle sent que ce silence lui met un peu de pression et donc qu'elle revient et qu'elle commence à bouger, faire des bruits. Alors je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, mais elle commence à se dépatouiller un peu, éventuellement déglutir, elle commence à faire et puis je lui dis pardon, bien, ok, très bien, voilà, je lui ai laissé le temps pour réveiller cette part-là. Ensuite, je peux lui demander, je peux lui Ok. dire très bien, je vais vous demander de laisser votre bouche se réveiller, pas seulement votre bouche, tous les organes impliqués dans la parole, tandis que tout le reste de votre corps continue de rester endormi. Sinon, je peux aussi simplement lui demander d'ouvrir les yeux. Souvent, ça ramène juste assez entre deux os pour pouvoir établir un dialogue. Mais n'ayez pas peur de déranger la personne, hein, parce que quand vous la renvoyez, je vous disais, elle repart là où elle était, même encore plus profond. Oui, Ok. alors l'autre question, c'était quoi déjà? Tu as plus ou moins répondu, mais c'était pour faire un petit résumé. C'est comment, enfin, quelle différence tu fais toi entre ta pratique justement de l'hypnose là avec cet approfondissement et une pratique de PNL où il y a des micro-trans. Alors, il y a plein de pratiques de PNL différentes, hein. Je suis pas spécialiste de cette discipline, mais disons qu'il y a plein de pratiques dans lesquelles, en effet, même en hypnose, hein, même sous l'étiquette hypnose, dans lesquelles on mise sur des micro-trans un peu spontanés comme ça, ou même simplement une introspection, ou une émotion même. On considère que l'émotion, c'est de l'hypnose. Donc évidemment, avec des définitions élargies comme ça, c'est facile. Bon, vous comprenez, je suis pas très... vous comprenez à ma façon de répondre que je suis pas forcément friand de l'élargissement des définitions, hein, mais ça, je l'assume complètement. Je sais que... Voilà, bon, c'est comme ça. Euh, C'est ma mais faute. oui, c'est ta faute. Voilà, c'est encore ta faute. Par contre, ça veut pas dire que c'est moins efficace ou plus efficace. Ça veut dire que si on fait de l'hypnose, et puis il y a une promesse, quoi. Moi, si je veux voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, je veux que quelqu'un m'hypnotise, même si c'est moins profond que ce que j'ai vu à la télé et que ce que je m'attendais. Faut quand même que je dise, ouais, c'était pas aussi profond que ce que je m'attendais, mais quand même, ouais, il s'est passé quelque chose. Ça veut pas dire qu'on y arrive toujours. Moi, j'y arrive pas toujours. En tout cas, pas toujours à répondre à l'attente de la personne, parce que les attentes peuvent être diverses, et puis ça demande du temps et plusieurs séances. Et ça, c'est quelque chose que les auteurs disent depuis vraiment les débuts de l'hypnose, que la plupart des sujets développent des hypnoses satisfaisantes au bout de plusieurs séances. Mais satisfaisantes à l'époque, dans leur discours, ça ne veut pas dire ce qu'on veut dire aujourd'hui. Les critères, la barre est pas à la même hauteur. Ils étaient très exigeants sur la profondeur. Donc, le public aussi. Le public aussi est très exigeant sur la profondeur. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens arrivent et puis s'imaginent qu'ils vont complètement décrocher. Donc évidemment, on peut recadrer un petit peu ça. Mais il n'empêche qu'il faut quand même fournir un petit peu, quand même, un minimum. Et surtout, c'est pas que par rapport à ça, si c'était que cette promesse à la limite, mais c'est aussi par rapport aux effets qu'on peut avoir. Si vous en doutez, si vous pratiquez l'hypnose vous-même et que vous doutez que la profondeur peut amener des effets différents, c'est que vous avez encore beaucoup de choses à expérimenter en tant que praticien et en tant que sujet. Souvent, les gens qui doutent de l'intérêt de la profondeur de l'hypnose, c'est des gens, à mon avis, je pense, qui méritent de vivre encore des expériences plus profondes. Parce que quand on a vécu des hypnoses très profondes, quand on a vécu des changements en hypnose profonde,
je sais pas, je pense que ça répond à certaines questions de ce point de vue-là. Donc il faut continuer de s'entraîner, d'aller voir des praticiens et de leur laisser la chance de vous accompagner sur pas mal de séances, parce que ça peut vraiment valoir le coup. Je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme ça si facilement en dehors de l'hypnose. Donc la différence, c'est que les techniques qui utilisent des petites hypnoses spontanées vont agir sur les très bons sujets, ça va rien changer. Les très bons sujets, ils vont développer des super hypnoses. Mais il y a tous les autres. Tous les autres chez qui ça va pas être suffisant. Je vais donner un exemple que je donne souvent. Désolé, c'est un exemple un peu triste, mais bon, je trouve qu'il est, voilà, il est parlant. Imaginons que j'ai perdu mon grand-père récemment et que j'étais très 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 proche de lui. Simplement, quand il est parti, j'étais en vacances et donc j'ai pas pu être là près de lui et j'en garde un sentiment d'un rendez-vous manqué, quoi. J'ai pas pu j'aurais aimé le prendre dans mes bras, j'aurais aimé lui dire que je l'aime, etc., etc. Je peux avoir une approche assez légère et quelqu'un qui va m'accompagner en me disant, eh bien, ferme les yeux et imagine ton grand-père. Et puis prends-le dans tes bras et dis-lui que tu l'aimes. Ok, je ferme les yeux, j'imagine mon grand-père. Ouais, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, c'est sympa, oui, c'est bien, ça me fait du bien. Bon, très bien, merci, au revoir. Avec certaines personnes, ça va largement suffire. Ça va générer beaucoup d'émotions, ça va être très fort. Mais avec moi, j'ai des doutes. Je pense que ça va être un peu léger. Si, avant ça, on m'a mis dans un état d'hypnose, où on s'est assuré que quand j'imagine quelque chose, mon corps réagisse, comme si c'était vrai. Par exemple, j'ai mis la main dans l'eau froide, j'ai eu froid. J'ai senti l'odeur d'une fleur, je l'ai vraiment presque senti, ou même carrément senti. Et on s'est assuré, comme ça, par des expériences neutres, que j'étais dans un bon état d'hypnose quand même, où le degré d'hallucination était pas forcément total, mais quand même assez bon pour investir mon corps. Et ensuite, après cet approfondissement, là, quand je suis vraiment dedans, j'ai plus aucune conscience de la pièce dans laquelle je suis, j'ai plus aucune conscience de tous ces détails extérieurs, je suis vraiment bien concentré dans cette expérience. À ce moment-là, on me dit, très bien, laisse ça de côté maintenant. Imagine ton grand-père, il est habillé comment? Et bien là, je peux pouvoir, tiens, bah oui, c'est marrant, il porte son veston, etc. Et je vais pouvoir presque sentir son odeur, etc. Et à ce moment-là, on va me dire, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le prendre dans mes bras. Ok, vas-y, fais-le et dis-moi quand c'est fait. Et là, je vais réellement le prendre dans mes bras. Je vais réellement le sentir. Je vais sentir son odeur, l'odeur du cigarillo sur sa moustache, la texture de sa veste, sa grosse main calleuse sur mon épaule. Je vais y être, quoi. Bien sûr qu'il y a une part de moi qui sait que ce n'est que de la fiction, que je suis dans une séance d'hypnose. Mais peu importe, je suis en train de le vivre, je ne me pose pas ces questions. Et résultat, dans mon cerveau, ça va avoir une autre valeur. Il va y avoir, ce rendez-vous manqué va pouvoir être validé, coché. Il y a une part de mon cerveau qui va pouvoir dire, ok, on n'a pas pu le vivre pour de vrai, mais ça me va. Ça va rattraper le coup. Et ça va nous permettre de passer à autre chose. Ça va nous permettre d'arrêter d'avoir cette quête, cette frustration, cette case vide. On va pouvoir la remplir et on peut se libérer de ça. Et c'est pour ça que je pense que des expériences faites en hypnose, en fait l'hypnose sert aux adultes à leur permettre d'être dans cet état d'imagination de l'enfant, ou aux gens qui ont une imagination, qui sont assez dissociés de l'imagination, d'être aussi investis, de pouvoir faire d'aussi belles expériences qui vont avoir valeur de vécu. C'est-à-dire c'est vraiment un changement par l'expérience, c'est expérientiel, c'est pas juste j'imagine, c'est j'expérimente des choses, je vis des choses, dans un simulateur de réalité virtuelle. Alors, il y a des techniques, par exemple par les TCC, etc., on peut faire vivre des choses aux gens qui sont réelles. Par exemple, si j'ai peur de l'eau, on peut me réhabituer à l'eau, parce que de l'eau, je peux en trouver. Mais par exemple, mon grand-père, s'il est parti, s'il est décédé, il est décédé, c'est comme ça. On ne pourra pas me faire cette expérience. Il n'y a que l'hypnose qui peut permettre d'avoir ce simulateur de réalité virtuelle dans lequel je vais pouvoir vivre quelque chose qui n'est pas physiquement réalisable. Et donc là, il y a une vraie valeur ajoutée de l'hypnose, à mon avis, par rapport à d'autres techniques.